ils sont rentrés. Et, le casque, les clés du scooter, le sac à main, tout ce qui est facile et rapide à emporter. Quand vous êtes rentré dans l'appartement et que vous avez vu ça, J'ai crié, j'ai peur. On se dit toujours que ça va pas nous arriver. Ce que je veux, c'est que ce matin, le mec soit identifié. Connu de service de police pour cambriolage. Il m'a montré le chargeur, il m'a dit regarde, je suis pas un rigolo, il a rechargé. Il a remis son arme, il me l'a mis sur la table, il m'a dit maintenant, tu vas me donner tout ce que tu as. Il est vrai que c'est dissuasif, ça servirait qu'en cas de légitime défense, si on peut dire. On ne protège pas uniquement sa maison pour son argent liquide ou pour les objets précieux, mais aussi pour son entourage et sa famille, tout simplement. Stop. J'abandonne. demain, tout le monde sera équipé d'un système de sécurité chez lui. Tu veux jouer au con, tu veux jouer au plus fort, tu ne gagneras pas. Ah bah c'est les deux, le 3 et le 4. Paris, commissariat du 13e arrondissement. Allô? Oui, bonjour mademoiselle, c'est la police au service des empreintes. Je vous appelle là au sujet du cambriolage. Oui. Donc vous êtes sur place là? Oui, je suis sur place. On va venir vous voir. Tout l'appartement a été fouillé? Tout l'appartement, oui. D'accord. Ce matin, Yolande et Eric, tous deux enquêteurs à la police technique et scientifique, se rendent au domicile d'une jeune femme qui vient tout juste de se faire cambrioler. Allez, on y va, c'est parti. Une situation qui malheureusement se répète trop souvent à leur goût. Tous les ans, 6000 cambriolages sont commis dans la capitale. Et le gros du travail, c'est plutôt le matin, l'après-midi? Bon, je crois que c'est toute la journée. Ça dure un laps de temps très, très court. Bon, ben on n'est pas très loin du tout, là. Ça a tendance à pas mal casser ici. Allez, on y va. Comme souvent, le cambriolage a eu lieu en plein milieu de la journée. Dans cette seule barre d'immeubles, c'est le 10e en quelques mois. Alors les locataires sont devenus méfiants. Ça va? Vous avez une clé, c'est la police. Non mais c'est sérieux? Oui, oui. Ah oui, je peux entrer la carte, bien sûr. Pas de problème. Même la police est obligée de montrer patte blanche. Vous dites vous êtes la gardienne? Non, non, non. Vous habitez ici? Oui? D'accord. Merci. Je vous en prie. Monsieur, dame, bonjour. La victime, c'est Dounia, cette jeune femme de 25 ans. Elle était chez sa belle-mère au moment des faits. On fait le tour un petit peu de l'appartement pour voir ce qui a été touché. Allez, on y va. Déjà là, ils ont fait le tiroir. D'accord, les tiroirs, ok. Il y avait des choses particulières dans le tiroir? Non, ou pas? non, non, rien. D'accord. Ensuite là, il y a une chambre de ma soeur. D'accord. Ouais, parce que là, ils ont vraiment bien fouillé. Là. Ah, C'est même beaucoup fouillé, là. Allez, on continue. Donc celle-là, on l'a vu, d'accord. Ça, c'est votre chambre? Ouais. D'accord. Est-ce que le lit, c'est sa place ici? Non. Non, on l'a déplacé. Donc, ils ont pris le lit, ils l'ont déplacé sur le lit? Tout. D'accord, effectivement. Ah oui, il y a quand même pas mal de choses. En seulement quelques minutes, les cambrioleurs ont complètement retourné l'appartement de cette jeune mère de famille. Ils ont visité toutes les pièces et inspecté tous les meubles. Ce qu'ils cherchent beaucoup, c'est les bijoux. Ouais, bijoux, argent. À partir du moment où il y a des vêtements, ils pensent qu'il y a de l'argent en dessous. Donc ils mettent tout par terre. Non mais c'est qu'ils ont mis leur sale patte dans les habits de ma fille. Malheureusement, oui. Regardez, ses chaussettes, ses bonnets par terre. quand vous êtes rentré dans l'appartement et que vous avez vu ça, J'ai crié, j'ai pleuré. Après une rapide visite de l'appartement, la police technique et scientifique se met au travail. Tous les objets déplacés sont scrupuleusement examinés à la recherche des empreintes, peut-être laissées par les cambrioleurs. J'ai trouvé trois traces là sur la boîte. Mais l'endroit qui attire le plus l'attention des policiers, c'est la porte d'entrée. À Paris, dans 80% des cas, les cambrioleurs s'introduisent dans les appartements passant par là. Là, vous m'avez dit... Ils ont forcé avec un pied de biche, une pince, comme souvent. D'accord. Une fois la police partie, Dounia s'attaque au rangement de son appartement. Pour la jeune femme, ce cambriolage est un traumatisme.
Tout ça, c'est tous vos sous-vêtements, mademoiselle? À moi et ma soeur. Qu'est-ce que vous allez en faire? Moi, je vais les jeter. Pourquoi? Parce que c'est comme s'ils m'avaient touché. Donc, c'est même pas la peine. Et hop. Direct poubelle. Les cambrioleurs lui ont pris ce qu'elle avait de plus cher. Ouais, il y avait les bijoux de ma mère ici. Ma parure de mariage, le collier, des bagues. Et ceux de ma mère. Tout ce qui me restait de ma mère, c'était des bijoux. Et là, c'est pour ça que je vous ai dit ça me fait mal, parce qu'en fait, ils m'ont enlevé ce qui me restait avec ma mère. Montant total du vol, plus de 10 000 €. Mais ce n'est rien à côté du préjudice affectif subi par Dounia. Heureusement, au milieu de ce chaos, un petit miracle, ce médaillon en or que les cambrioleurs n'ont pas trouvé. C'est ma belle-mère qui me l'a offert. Elle m'a dit, si t'as une fille, je t'offre une chaîne. Si t'as un garçon, une bague. Donc j'ai eu la chaîne. C'est la chose qui vous donne le sourire. Bah oui, parce que c'est en rapport avec ma fille, donc je vais le mettre ici. Un trésor pour Dounia, qui ne compensera jamais tout ce qu'elle a perdu. C'est là-dedans, derrière. L'année dernière, plus de 300 000 cambriolages ont été commis en France, soit un toutes les 2 minutes. Près de 180 000 appartements ou maisons ont ainsi été visités en 2009, un chiffre en hausse de 8%. Pour enrayer ce fléau, la répression s'est accrue. Création de brigades anti-cambriolage dans chaque département et une justice de plus en plus sévère. Montpellier, c'est là que commence notre enquête. L'Hérault est le 2e département français le plus touché par les cambriolages. Au commissariat de police, dans les bureaux de la brigade anti-cambriolage, c'est l'effervescence. Éric Agnel, le chef de service, et Aurore Crivaya de la police technique et scientifique sont sur les dents. Depuis un mois, un cambrioleur dépouille la ville. Ce matin-là, Aurore et sa collègue Véronique viennent d'être appelées par le propriétaire d'un pavillon cambriolé dans la nuit. Ensuite, on a un autre appartement, centre-ville. Et il est loin d'être le seul. Les caméras de la ville ont filmé les auteurs. Voilà. J'ai un 34 de TV 842. Oui, 2 effectifs GEC, on se rend rue de la Croix de Figuerolles pour constatation. Ouais, c'est lancé. Aurore et Véronique se dirigent vers un quartier pavillonnaire. À Montpellier, un cambriolage sur 2 est commis dans ce genre d'habitation. On a une idée du préjudice? De ce que nous a dit le requérant, il y a un scooter, un ordinateur, des cartes de crédit, chéquier, téléphone portable et bijoux. C'est un cambriolage qui a eu lieu cette nuit. Les personnes étaient dans la maison, en fait, ils dormaient. Bonjour, monsieur. À leur arrivée, les 2 femmes sont accueillies par Bernard, le père de la victime. L'effraction, elle a eu lieu par là, voilà, là. Donc ça, ils ont ouvert ce truc-là, et puis là, même fermé. Top. Il est essentiel pour Aurore de préserver la scène du délit. Si elle doit trouver des empreintes, c'est ici. C'est vrai que dans la limite du possible, quand on est victime d'un cambriolage ou de toute autre infraction, il faut laisser les lieux en état, en fait. D'accord ? Pour pouvoir faciliter le travail de la police technique. Pendant 1 heure, les 2 femmes vont passer la maison au peigne fin à la recherche de la moindre empreinte suspecte. Et pour ça, elles ont une arme secrète. C'est la valise des experts. Oui, c'est la petite valise des experts. Cette poudre, elle va permettre de révéler les empreintes, les traces. Une fois qu'on a révélé ces empreintes sur notre support, on va les relever à l'aide de transferts qui se présentent comme ça. Donc on va appliquer la surface collante et transparente sur notre trace. On la décolle et on va la recoller sur notre papier blanc. À peine appliquée sur la porte de la baie vitrée, la poudre noire livre ses premiers secrets. Donc là, en fait, on voit 3 traces de doigts qui viennent de l'extérieur. Donc en fait, ça a été pris comme ça. D'accord. Et là, on a une belle trace qu'on voit là.
Celle-là est magnifique. Je dirais tellement belle que ce sera même un plaisir de la comparer. Et pour savoir si cette empreinte est bien celle du cambrioleur, les policiers vont prendre celle du propriétaire des lieux pour les comparer. Par contre, détendez les doigts. Voilà. Reste à savoir comment les cambrioleurs sont rentrés. Aurore fait le tour de la maison et découvre le volet extérieur fracturé. La baie vitrée du salon. Donc en fait, ils ont soulevé le volet roulant et souvent quand on le soulève en force, le mécanisme lâche et tout le pan tombe. Et du coup, voilà, ils sont rentrés et le casque, les clés du scooter, le sac à main, tout ce qui est facile et rapide à emporter. Et puis là, d'autant plus, il fallait y passer d'autant moins de temps Que les personnes étaient à l'étage. Susceptibles de descendre, susceptibles d'entendre du bruit. C'est souvent ça, des gens qui sont C'est de plus en cambriolés la nuit, plus, alors qu'ils oui. sont chez eux, ils entendent. Là, aujourd'hui, ça va faire le deuxième, en fait. Sur une journée, c'est déjà pas mal. À l'autre bout de la ville, on retrouve Éric Agnel, appelé lui aussi sur les lieux d'un cambriolage. Il démarre son enquête de voisinage. Bonjour. Bonjour. Je suis Agnès, je suis de police. On est grave. Votre voisine s'est fait cambrioler. Tout à fait, hier. Ouais. C'était pour un? Oui, il m'a appelé à 4 h du matin pour me dire ça. D'accord. C'est quel balcon exactement? C'est juste à côté, là, juste à côté? Ouais, juste à côté. Les cambrioleurs sont passés par le balcon. Un premier indice qui met la puce à l'oreille d'Éric Agnel. Parce qu'on travaille sur une équipe de cambrioleurs qui agissent avec le même mode opératoire, à savoir celui d'escalade des balcons de rez-de-chaussée au premier étage. Et ensuite, ils fracturent la baie vitrée et puis ils cambriolent, quoi. Sur place, ils retrouvent Aurore et Véronique, mais aussi la victime du cambriolage. Bonjour. Bonjour, mademoiselle. C'est vous? Oui. Oui, c'est moi. La jeune fille est étudiante. On y va, On va y aller? Ouais. Elle a 24 ans et s'appelle Delphine. Elle revenait d'une soirée quand elle a découvert que son petit studio avait été visité et sa baie vitrée fracturée. Donc, ce qui veut dire qu'à minuit, ça n'a pas encore été fait? Non. Donc, c'est entre minuit? Voilà, entre minuit et 4 h. D'accord. Quand je suis rentrée, j'étais surprise parce que la baie elle était ouverte. Après, deuxième chose, j'ai regardé sur mon lit, il n'y avait plus l'ordinateur et après j'ai vu que j'avais plus le disque dur et c'est après que j'ai vu qu'il n'y avait plus l'appareil, plus le parfum et mon portefeuille. Et vous avez tout de suite compris ou... Bah oui, c'est sûr. Hein. Parce que la porte elle était ouverte. Bonne nouvelle pour Aurore. En forçant la porte avec un tournevis, les cambrioleurs semblent avoir laissé des traces. Là, on a 3 traces. Ici, on en a peut-être une là. On en a une là. Mieux encore, la victime a peut-être vu l'un des malfaiteurs. Après, hier aussi, j'ai vu un gars, je sais pas, un peu... là, j'ai vers 50 ans par là, il traînait sur l'herbe. Grand? Grand, ouais. Les cheveux fournis? Et assez maigre de visage? Ouais. Grand, maigre, les cheveux fournis, l'individu semble être bien connu par Eric. Mais l'inspecteur veut en avoir le cœur net. Une voiture ou quelque chose Vous comme le ça. reconnaître, ce mec-là, éventuellement, ou pas? Bah oui. Ouais. Oui, c'est sûr. Hein. Eric demande à la victime de venir identifier le suspect au commissariat parmi une liste de cambrioleurs connus des services de police. Je vous en demande plusieurs, vous me dites si ça, c'est là qui vous parle. L'homme auquel pense Eric, c'est celui-là. Lui, il ressemblait un peu, mais après, je peux pas dire si c'était... Ça ressemblerait même pas à ça à la limite, quoi. Ouais. Âgé de 45 ans, l'homme est bien connu des services de police. Sorti de prison il y a 3 mois, il semblerait qu'il ait repris du service. Éric Agnel le soupçonne d'être l'auteur de la série de cambriolages commis ces dernières semaines dans des résidences étudiantes. De son côté, Aurore analyse les empreintes relevées dans l'appartement de la jeune fille. Là, c'est les 3 de la baie vitrée. Ok. Elle va maintenant les comparer avec celles de l'étudiante. Et on est loin des séries télévisées. Donc là, vous voyez, on travaille vraiment à l'ancienne, en fait. À gauche, l'empreinte de la victime. Vous voyez que la crête, en fait... À droite, celle relevée sur la baie vitrée. Et là,
surprise. On a la séparation qui part là à droite et là à gauche. Donc là, on a déjà un point de discordance. D'entrée de jeu, on va pouvoir dire que cette empreinte et cette trace ne correspondent pas. Les empreintes pourraient donc être celles des cambrioleurs. Une nouvelle qui semble ravir Éric Agnel. Il y a une possibilité que ce soit une très bonne nouvelle. Parce que si c'est celle qui correspond à un des gars de l'équipe sur laquelle on enquête, pour nous c'est tout bénef. Pour en être sûr, il faudra la comparer avec plus de 3,5 millions d'empreintes contenues dans le fichier automatisé des empreintes digitales. Une procédure qui peut prendre plusieurs mois. Mais pour Éric, pas question d'attendre. Il veut mettre fin au plus vite à cette impressionnante série de casses dans le quartier des facultés. En un mois, le cambrioleur en a déjà commis 14. Les policiers vont-ils réussir à le confondre? Vous verrez qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise. Porte en bois, baies vitrées, rien ne semble résister aux voleurs. Face à la hausse du nombre de cambriolages, les Français se protègent de plus en plus. Avec une croissance de 10% par an, le marché de la sécurité explose. Avec un produit phare, les portes blindées ou sécurisées. Aujourd'hui, on en trouve même sur Internet et dans les magasins de bricolage. Mais combien coûtent-elles et sont-elles efficaces? Pour le savoir, direction la Picardie. C'est dans le petit village d'Oust-Marais qu'est installé le leader français de la porte blindée. Il y a même une rue qui porte son nom. Pour le directeur commercial de l'entreprise, Thierry Delhomme, le sentiment d'insécurité des Français est une aubaine. Alors c'est un business qui est porteur, oui, d'une certaine façon, mais le marché de la sécurité dans sa globalité répond à une demande de plus en plus importante de la population de se protéger. On ne protège pas uniquement sa maison pour son argent liquide ou pour les objets précieux, mais aussi pour son entourage et sa famille, tout simplement. L'année dernière, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros. Et vous allez voir que fabriquer une porte blindée est un travail de haute précision. Alors ici, nous sommes sur le poste de montage d'un cylindre de haute sécurité. Alors le cylindre de la serrure, c'est vraiment son cerveau. C'est la partie intelligente de la serrure qui va faire en sorte que votre clé ne fonctionnera que sur votre serrure et pas sur la serrure de votre voisin. Alors ce sont des montages qui sont extrêmement minutieux et compliqués. Vous pouvez voir au regard du nombre de pièces qui constituent ce cylindre, on est beaucoup plus proche de l'horlogerie que de la grosse mécanique. Ce sont près de 120 pièces, parfois minuscules, qui sont nécessaires à la fabrication de la serrure. À vous voir, mesdames, ça a l'air enfantin en fait. C'est très facile à monter, facile à monter. Ça paraît très facile à monter pour ces dames. Si je vous laissais faire ici, je pense que vous pourriez certainement y passer une bonne partie de la nuit. Après la serrure, c'est ici dans cet atelier que l'on finit de fabriquer les portes blindées. Une superposition de plaques de tôle qui viennent trouver leur place dans un châssis en acier. Sur les portes les plus sécurisées, il peut y avoir jusqu'à 3 blindages. Et à la sortie des ateliers, voilà à quoi elles ressemblent. Nous avons donc un ensemble de produits destinés à différents marchés. Ici, une porte pour les portes de pavillon. Ici, un deuxième modèle de porte plus industrielle destiné notamment au monde bancaire. Et pour terminer, 2 portes d'appartements avec des décors un petit peu différents, mais toujours destinés aux particuliers. Et pour finir, une porte qui est plutôt destinée à des habitations de type HLM. Et sur ce marché concurrentiel, on ne se contente pas d'assurer votre sécurité, on mise aussi sur l'esthétique. On essaye également de suivre les tendances de la mode en adaptant les couleurs au choix du client également. Des dizaines de couleurs, des finitions en bois et toute une série d'accessoires comme des heurtoirs et des pommeaux. Résultat, les prix s'envolent. Pour acheter une vraie porte blindée, il faut compter entre 2 000 et 5 000 euros. Aujourd'hui déjà, 8% des foyers en sont équipés. Mais à en croire certains magasins de bricolage, de simples portes sécurisées offriraient les mêmes garanties que les portes blindées, mais pour 10 fois moins cher. Nous avons fait le test en caméra cachée. Le vendeur nous assure que ces portes en aluminium sont suffisamment résistantes pour dissuader les cambrioleurs. Résistant au métal, ces deux-là. Ces deux-là Qu'est-ce qu'elles ont de... Bah, elles ont un bâti métal déjà, donc c'est pas un bâti bois, donc déjà pour le tord.
faut quand même y aller. Puis après, c'est de la serrure à 5 points. Ouais. Donc le canon, plus 2 en haut, 2 en bas. Celle-là, elle tient combien de temps là? Ah bah là, le temps qu'il fasse sauter les 5 et qu'il les trouve déjà, c'est pas dit que ça se fasse. Parce que les 5 points, ils sont directement dans le bâti, donc pour les faire sauter... Mais c'est histoire de 5 minutes ou histoire d'une heure Non, pour 5 minutes, oui, une heure, je pense. En plus, s'ils veulent passer par le vitrage, ils vont pas y arriver non plus, c'est du retardateur d'effraction. D'accord. Donc c'est feuilleté, Ça veut dire quoi? il se casse pas. Il se casse pas. Non. C'est-à-dire à coup de masse, ça tient. Ça va l'abîmer, mais ça va pas le casser. 370 € pour une porte capable de résister à des cambrioleurs décidés. C'est 6 fois moins cher qu'une porte blindée de marque. Alors comment justifier un tel écart de prix? Direction le CNPP. Ici au Centre national de protection et de prévention, on teste la résistance de tout un tas d'objets. Distributeur automatique de billets, murs d'enceinte des salles de coffres dans les banques, mais aussi des coffres forts. À la clé, la garantie A2P, un label anti-effraction certifié par l'État. Pour réaliser ce test, Hervé Lecoq, le directeur du laboratoire, a installé les 2 portes dans le hall d'essai. La blanche, c'est celle que nous avons achetée à 370 €. À droite, la porte blindée haut de gamme. Elle coûte au minimum 2000 €. En tant que laboratoire et pour la certification, on va faire les différents points d'attaque, c'est-à-dire qu'on va vérifier tous les points faibles de la porte, c'est-à-dire aussi bien l'ouverture en force côté serrure, l'ouverture du cylindre, le trou d'homme et les pommelles. C'est-à-dire qu'on vérifie l'ensemble et l'ensemble doit résister. D'accord ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de point faible sur un produit certifié. Tout est vérifié. C'est Gérard, 57 ans mais surtout des bras hyper musclés, qui va tenter de fracturer les 2 portes. Alors là, on va travailler avec des coins, pied de biche, ciseaux à bois, 2 tournevis, une clé à molette et un marteau. Ok, ça c'est dans le petit sac des gens. Les cambrioleurs. Voilà. Première victime, la porte blanche. L'expérience est chronométrée. Top! La porte achetée dans le magasin de bricolage a tenu 8 petites secondes. Elle était pourtant censée résister pas moins d'1 heure. Un tournevis, ça suffit. Hein. Ouais? Top. C'est bon? Si la porte résiste, les cambrioleurs s'attaquent à la serrure. Mais même pour Gérard, l'exercice demande un minimum de doigté. Vous voyez, je vais chercher la petite pièce là-bas. Hein. Oui. La serrure a résisté à peine plus longtemps. 14 secondes. Quant au verre soi-disant incassable, on se demande comment il peut retarder une effraction. Ça, c'est pour éviter ça. Voilà. Et avec ça, j'ouvre la porte. Hein. OK? C'est au tour de la porte blindée de Marc de subir l'épreuve de force imposée par Gérard. Top. Ah, c'est pas pareil. Hein. Oh, putain, tu pas fait mal? La vis a pété. Impossible d'ouvrir la porte avec un tournevis. Et les minutes passent. Donc là, on est à plus de 3 minutes 30. Donc en fait, ce qui va se passer sur le terrain, c'est que les gens ils vont faire un peu comme il vient de faire, c'est-à-dire qu'ils vont abandonner. C'est-à-dire qu'on s'arrête, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Hein. Si on voit au niveau de la porte est encore en place, d'accord, et on ne va pas passer à travers, quoi. Pour tenter une dernière fois d'ouvrir la porte, Gérard s'attaque à la serrure à l'aide d'une perceuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Allez, j'ai cassé. Puis à la vitre, à coup de masse. J'abandonne. Pour le niveau visé, ouais, les 5 minutes sont passées, donc le test est positif. Donc on a abandon de cet essai. D'accord, on n'est pas passé à travers, donc le test est réussi. Et notre cambrioleur en herbe est découragé. Et il aurait été découragé bien avant, je pense, et fatigué bien avant. La porte de Marc mérite bien son label A2P.
Seul gage de sécurité, il faut l'exiger quand on s'équipe d'une porte blindée. Quant à la porte que nous avons achetée 370 €, elle ne présente aucune garantie. Elle équipe pourtant des milliers de pavillons. Retour à Montpellier. Au commissariat, la traque du cambrioleur des facultés s'organise. Ce soir, Éric Agnel, le chef de la brigade anti-cambriolage, met en place un dispositif de surveillance. Objectif, prendre le suspect en flagrant délit. Tout le monde est là, c'est magnifique. Depuis plusieurs semaines, le cambrioleur présumé échappe aux enquêteurs. Ce soir, les policiers espèrent avoir plus de chance. Ça va? Bon. On attaque la troisième série de surveillance. Il faut espérer que ça bouge ce soir. On fait comme d'habitude. Hein. Donc, un par bagnole. On fait du léger. Vaut mieux le perdre que se faire rebecter. D'accord? Une dizaine de policiers est mobilisée. Ce soir, l'objectif, c'est de surveiller, de le voir travailler. Et comme je vous dis, d'essayer de voir où partent les objets volés, si tant est que ce soir, il y a un flagrant délit. Quoi. Un diamant. La voiture du suspect vient d'être repérée dans les quartiers étudiants. Éric Agnel et un collègue se rendent aussitôt sur place. Ouais, reçu. On est avenue des Moulins, on y est dans moins de 5 minutes. En cours de route, petit arrêt pour permettre à Éric de passer à l'arrière du véhicule. Quand tu veux. Tiens droit. Et roule pas comme un débile, hein. Cette fourgonnette est un véhicule de surveillance qui permet de voir sans être vu. Dans le jargon policier, on appelle ça un sous-marin. Elle est par là, là. Attends. Là, la perpendiculaire, attends. Elle est là à droite, là, au tactopelle, là. Tu la vois? À droite, là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon, à tous, on est à vue, là. Ouais, bien pris, bien pris. Le véhicule du suspect, c'est cette voiture grise. Et comme par hasard, elle est stationnée juste en face d'une résidence étudiante. C'est lui. Quelques minutes plus tard, l'homme que les policiers recherchent apparaît. Il porte un sac de sport qui a l'air bien rempli. Sac, pas un sac à dos, un sac à la main, sac de sport bleu. Il est en train de remonter dans la caisse, reçu? Ouais, reçu pour occuper quand même. À cet instant, aucune preuve qu'il ait commis un cambriolage. Mais pour les policiers, la présence du sac de sport rend l'homme plus que suspect. Pourtant, pas question de l'interpeller. Les enquêteurs veulent remonter toute la filière. Bon, ça va partir vers le bas. Ça repart vers le bas, reçu. Kamel et JP, si vous voulez commencer à enquiller, c'est bon, là, c'est parti vers le bas. Les policiers laissent partir la voiture. Peu après, un enquêteur en planque devant le domicile du suspect apprend à Éric Agnel que l'individu est rentré chez lui. Ben lève. Si tu l'as au fil, tu dis qu'on s'arrache là. Si ça n'a pas bougé, ça ne bougera plus. Il est minuit. Retour au commissariat pour le débriefing. Bon, on est pas mal. On a fait, a priori, il a tapé 2 fois, au vu du film qu'on a pu faire là. Le seul souci, c'est que toi, JB, tu n'as rien pu voir de particulier. Il est rentré chez lui direct et puis terminé. Quoi. En fait, les policiers espéraient que le cambrioleur contacte son receleur pour lui vendre le matériel volé. Mais c'est raté pour cette nuit. Bon, deux chances de l'une, ou il va garder le matériel volé chez lui un certain temps, ou le receleur est dans sa cage d'escalier, ce qui est possible aussi, ou alors il cache le matériel chez un voisin X. À voir. On va réessayer une fois et puis si on n'en reste pas plus, on le serrera parce que on va pas le laisser dépouiller Montpellier non plus pour le plaisir, quoi. Bon, ça va, je suis content, c'est bien. Pourquoi ne pas avoir interpellé le cambrioleur ce soir? C'est toute la bande qu'Éric Agnel veut faire tomber. Pas question de laisser filer le receleur. Si on compare ça à une entreprise criminelle, le receleur est un petit peu le patron. Oui. Le receleur est un petit peu le patron. Pour arriver à les faire tomber, il faut vraiment faire le travail qu'on est en train de faire, c'est-à-dire passer beaucoup de temps sur un cambrioleur
pour arriver à remonter jusqu'au receleur. Pour arriver à ses fins, Eric a mis le cambrioleur sur écoute téléphonique. Le lendemain matin, à son arrivée au bureau, une bonne surprise l'attend. T'as expliqué, Jean-Jacques? Non. Bonne nouvelle. J'arrive. Ça va t'exciter. Ouais, vas-y. Non, pas vous, pas vous. Les écoutes téléphoniques ont déjà payé. Alors, j'ai pas dit encore. Je te laisse la primeur. Allez, tonton, ça va quoi? D'accord. Oui, c'est bon, demain je passe te voir. Hein? Demain, je passe te voir. D'accord. Allez, ciao. Regardez des films dedans. C'est aujourd'hui. L'appel date d'hier soir, 23h45. Le cambrioleur appelle un certain Tonton. Et les deux hommes se fixent rendez-vous à 14h. Selon Eric Agnel, ce Tonton serait le receleur. 2 heures, plus tard 2 heures. Il faut organiser ça tout de suite. Il est midi. Eric Agnel a moins de 2 heures pour mettre en place un dispositif afin d'identifier le complice du cambrioleur. S'il vient et on gagne 15 jours de boulot, à la limite je m'en branle du flag de ce soir. Ce que je veux, c'est que ce matin le mec soit identifié, celui qui vient chercher quoi. Quand est-ce que vous pouvez être là? De son côté, Aurore Krivaya, la patronne de la police technique et scientifique, se rend dans la résidence étudiante où le casseur présumé a été vu la nuit dernière, avec un sac à la main. Entre-temps, 2 nouvelles jeunes filles ont déclaré avoir été victimes d'un cambriolage. Bonjour, je suis Aurore Krivaya, je suis du groupe d'accueil criminalistique du commissariat de Montpellier. D'accord. Alors, vous avez été victime d'un cambriolage? Oui. Vous pouvez m'expliquer un peu ce qui s'est passé? Alors, on est rentré à 3h cette nuit. Ouais, vous êtes parti à quelle heure? Un peu avant 10h. D'accord. On était chez un copain et quand on est revenu, en fait, on avait la baie vitrée ici qui était abîmée. T'es posé où? Pour Manon et Colline, le choc est rude. On leur a tout volé, bijoux, ordinateurs et même un sac de sport. En fait, j'avais un sac de sport dans la chambre, et du coup, il a vidé ce qu'il y avait dedans. Il a pour mettre, il l'a emmené avec 2-3 autres. Il m'a pris des chaussures aussi, on s'en est rendu compte hier soir. Il était comment ce sac de sport? C'était un sac noir, Adidas, tout ce qui est de plus basique. Avec les bandes blanches dessus? Oui, voilà, exactement. Un sac de sport avec des bandes blanches, exactement comme celui que le suspect tenait à la main la nuit dernière. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de la ville, Eric Agnel se rend avec son sous-marin sur les lieux du rendez-vous entre le cambrioleur présumé et son receleur. La planque va avoir lieu ici, dans ce quartier HLM, au pied de l'immeuble du suspect. Le sous-marin est garé en plein milieu de la cité. Tout autour, des policiers en planque. Pour rester discrets, certains sont torse nu. 14h, une voiture bleue arrive. Un homme avec des béquilles en sort. Quelques secondes plus tard, le suspect apparaît, en compagnie d'une jeune femme. Et dans sa main, le fameux sac noir. Il le pose dans le coffre de la voiture, mais impossible de voir si de l'argent passe d'une main à l'autre. Les policiers avaient vu juste, tout le réseau est maintenant identifié. Dans quelques jours, la brigade anti-cambriolage procédera aux interpellations. Cet après-midi, les hommes de la brigade anticriminalité de Montpellier sont sur les traces d'une voiture volée. Il y en a eu plus de 130 000 l'année dernière. Et de plus en plus souvent, ces véhicules sont dérobés lors de cambriolages. Dans la voiture de la BAC, Pierre organise l'interpellation du voleur. Ce sont les collègues qui ont retrouvé un véhicule volé sur un cambriolage. Donc on va monter un dispositif de surveillance en espérant qu'elle bouge. Maintenant, il n'y aura plus qu'à attendre. Elle est à gauche, la voiture, c'est celle qui est derrière la voiture verte, là, voilà. La voiture volée, c'est cette petite berline de couleur bordeaux. On va avoir la plaque, normalement, confirmez-moi. Bravo Charlie, kilo. Les policiers n'attendent maintenant plus qu'une chose, que quelqu'un vienne la récupérer. Ouais, tu me confirmes, il a ouvert le coffre de la Twingo. Et ils ne vont pas attendre bien longtemps. Qui c'est, tu vois de là où tu es? Attends.
Pose-moi à pied à la limite. Il est au volant de la voiture. Il est au volant de la voiture, allez avance. Je rentre par là? Non, par le bout, par le bout. L'interpellation peut maintenant avoir lieu. Il est là-bas. Ouais, il est dedans. Mets les mains dans le dos, mets les mains dans le dos. C'est bon, Antoine. Mets les mains dans le dos. C'est bon, Antoine, c'est bon. Mets les mains dans le dos. C'est bon, je les mets, Antoine. Calme. C'est bon, Antoine. Calme-toi. Tu te tais. C'est bon, Antoine, c'est bon, c'est bon. C'est bon, Antoine, c'est bon, c'est bon, Antoine, c'est bon, c'est bon. C'est bon, individu interpellé. L'homme interpellé est âgé de 21 ans. Pourtant, c'est déjà une vieille connaissance de la police de Montpellier. Bien connu des services de police pour cambriolage. Vol de véhicule, homejacking, carjacking. Un ami? Pas carjacking, homejacking. Que homejacking. Où tu l'as pris celle-là? J'ai pas pris, c'est mon reste bocage. À mon avis, tu mens en tu veux pas me prendre dans moi. Franchement, moi, sinon je les ai déjà assez. Oui, de toute façon, tu vas repartir en prison. Ouais, mais je sais, normal. Placé en garde à vue, le jeune homme est immédiatement conduit au commissariat pour y être entendu. Récidiviste, il va tout faire pour échapper à la prison. Monsieur. Oui, parlez-vous. Eh, ça va, ça glace, ça fripouille, ça m'agouille. Comme d'hab, comme d'hab. Ça va? Cette fois-ci, le jeune homme est seulement arrêté pour recel, car les policiers n'ont pas encore la preuve qu'il est l'auteur du cambriolage. Les faits se sont déroulés dans le petit village pavillonnaire de Grabel, sur les hauteurs de Montpellier. Le 20 avril, un cambriolage est commis dans cette maison. Les malfaiteurs emportent des bijoux, mais aussi une voiture de couleur bordeaux. C'est dans celle-ci que le jeune homme vient d'être interpellé. Quelques heures plus tard, Yann, policier à la brigade anti-cambriolage, vient chercher le suspect. Allez, en audition. Allez, dépêche-toi. J'habite à la rue, je dors dans la voiture, vous me racontez. Arrêtez de filmer, c'est bon. Ça fait une semaine que vous me filmez là. J'en ai marre, non? On dirait que je tapais des braquages, j'ai fait quoi? Allez. Ah, ça va, voilà. Le jeune homme est de mauvaise humeur. Il appréhende les auditions qui risquent de le conduire en prison. Ok. Est-ce que tu connais la ville de Grabel? Pardon? La ville de Grabel. Non. Le suspect a choisi sa ligne de défense. Nier en bloc. Comment tu m'expliques qu'un témoin t'a reconnu formellement à Grabel le 20 avril, donc mardi, dans la matinée, vers 11h? Vers 11h? Ouais. La personne s'est trompée, c'est pas moi. Hein. Donc le témoin a du mal voir. Plus l'interrogatoire avance, et plus le jeune homme perd son sang-froid. Non. S'il vous plaît, j'ai envie de fumer une cigarette, s'il vous plaît. Tu attends. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, tu attends. S'il vous plaît, Oui, je te dis. J'ai pété plein de pétards là, je suis pas bien là, parce que tous ils sont contre moi. Oui, mais le problème, c'est qu'on est tous contre toi, mais tout ce que tu nous racontes, ce sont des conneries. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, ramène-moi le pétard, mais je veux pas rentrer en prison, je suis suicidaire. Je ne veux pas rentrer en prison. Tu n'as rien qui t'empêche d'aller en prison. Si, bien sûr. Non, non, non. Légalement, tu n'as rien. Alors le problème, c'est que tu ne veux pas aller en prison, mais tu fais en sorte là d'y aller et d'y rester. Donc continue, t'as raison. C'est ton audition. Après 48 heures de garde à vue et de dénégation, le jeune homme va être présenté à la justice. Il risque la peine maximum pour un recel de vol, 7 ans ferme. Alors pour échapper à la prison, il va tenter un geste désespéré. Les caméras de vidéosurveillance braquées sur les cellules de garde à vue ont tout filmé. Sur ces images, le malfaiteur sort tout d'abord un briquet caché sur lui. Il met le feu à ses couvertures avant de se glisser dessous. Les secondes passent et progressivement la fumée envahit la cellule. Volonté de se suicider ou tentative désespérée d'échapper à la prison?
Alerté, un policier arrive, se rue sur le jeune homme apparemment inconscient et le traîne hors de la cellule. Conduit à l'hôpital, le jeune homme sera finalement remis en liberté après quelques heures passées en observation. À cause de ce geste, les policiers n'ont pas eu le temps de le présenter à la justice dans le délai légal de garde à vue, qui est de 48 heures. Visiblement, le suspect semble bien connaître la procédure pénale. Résultat, il a été remis en liberté. Yann, qui l'a interrogé pendant 48 heures, ne croit pas à la thèse de la tentative de suicide. Je ne suis pas médecin, mais j'aurais tendance à dire qu'il est excellent comédien. Donc, il avait effectivement sûrement inhalé un peu de fumée, mais après, il en a rajouté pour être sorti d'ici. Et ça fait toujours un peu rager de se dire que le gardé à vue a été meilleur que nous. Et il a gagné une manche. Là, on bascule des échecs, on bascule sur un match de tennis. Il a gagné le premier set. Il y en a combien? Il y en aura 2. 2 sets gagnants? Non, 2 sets. Le premier, on l'a perdu. Le deuxième, on le gagnera et ça sera la fin du match. Après, on le gagnera par abandon. 2 jours plus tard, ultime provocation du suspect. Sûr de son impunité, il revient au commissariat pour chercher quelques affaires. L'occasion de fanfaronner devant notre caméra en arguant la police. Voilà le poste de police. Nous lui demandons s'il a vraiment cherché à mettre fin à ses jours. Cramez-moi la cellule, parce que je ne supporte pas la prison. Donc en fait, vous avez simulé une tentative de suicide. Tentative de suicide, exactement. Mais c'est une simulation. Oui. Oui. Pour gagner du temps. Pour gagner du temps. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dehors. Quoi? Non. On a l'air, on prend. On respire, on prend de l'air. On va, il y a des femmes. Il y a tout. 2 mois plus tard, le suspect a de nouveau été arrêté en flagrant délit de cambriolage. Il purge actuellement une peine de 7 ans de prison. D'après l'Observatoire de la sécurité, l'augmentation du nombre de cambriolages participe au sentiment d'insécurité partagé par de plus en plus de Français. Mais pour certains, ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Dans cette entreprise de Compiègne, dans l'Oise, c'est justement l'insécurité qui fait marcher le business. Et s'il y a un homme qui peut se réjouir de la hausse du nombre de cambriolages, c'est bien Jérémy Vautrin. Ce directeur commercial est un spécialiste des alarmes. Salut Claudie. En termes de rendez-vous, on a combien de rendez-vous programmés pour la semaine là pour le moment? 28. 28 pour le résidentiel. Ok, merci. En France, le marché explose. Aujourd'hui, on achète des alarmes, comme de l'électroménager. C'est un produit qui est porteur et surtout demain, ça va être un produit de consommation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a un frigo, c'est un peu bête de dire ça, tout le monde a un micro-ondes, tout le monde a un accès à Internet aujourd'hui. Demain, tout le monde sera équipé d'un système de sécurité chez lui. 1 millier d'alarmes est installé tous les mois chez des particuliers. Et le système qui se vend le mieux, c'est celui-là. Le système radio classique, voilà, qui marche bien, sans aucun problème. C'est le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui? C'est le meilleur rapport qualité-prix, c'est efficace, il y a l'écoute, ça reste discret, ça marche bien. En cas d'intrusion, des capteurs déclenchent l'alarme, enregistrent et alertent la police ou des agents de sécurité. Et il y a encore mieux. En plus de la détection, vous avez une petite caméra image. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un déclenchement d'alarme, le PC également peut voir ce qui se passe à distance. Je vais vous montrer par exemple le cas de quelques images qu'on a chez des clients. Sur ces images filmées lors de cambriolage, on voit un voleur en train de fouiller dans les tiroirs d'un bureau. Sur celle-là, un jeune homme visiblement paniqué prend la fuite après le déclenchement de l'alarme. Mais le nec plus ultra en la matière, le voici. Un générateur de fumée qui se déclenche lors d'une intrusion. C'est parti. La pièce va se remplir. On a l'impression d'être seul quand c'est comme ça. Hop, on est perdu, les gens sont tétanisés. Donc c'est vrai que le voleur aujourd'hui, lui, quand il reçoit cette vague de fumée, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la fuite. Cette fumée blanche est inoffensive
et il suffit de quelques minutes pour aérer la pièce. Des systèmes d'alarme, l'entreprise de Jérémy Vautrin en installe une cinquantaine tous les mois. Aujourd'hui, il se rend avec un technicien chez Christian, qui habite dans le centre-ville de Compiègne. Monsieur Vautrin, bonjour. Monsieur de santé, vous allez bien? Impeccable. Olivier. Cet assureur souhaite installer une alarme pour sécuriser sa maison. Après une rapide visite des lieux, une dizaine de détecteurs vont être installés à tous les endroits sensibles. Portes, fenêtres et pièces renfermant des objets de valeur. Le tout est relié à ce boîtier, installé dans la cuisine. L'installation dure plusieurs heures et se termine par une batterie de test. Un bruit strident, difficile à supporter. En cas d'intrusion, le centre de télésurveillance est aussitôt prévenu et une voix menaçante vous avertit. Deuxième appel, vous êtes sur un site protégé, identifiez-vous avant appel aux forces de l'ordre. Des agents de sécurité n'ont plus qu'à intervenir. Les délais varient de 5 minutes à 1 heure. Mais les fabricants prétendent que leurs systèmes suffisent à faire fuir les voleurs. On constate, nous, sur un déclenchement de cambriolage, dans 95% des cas, avec la sirène, l'interphonie, ils ont entendu une voix humaine, les gens prennent la fuite. Le prix à payer pour cette promesse, 250 € l'installation. Je vais juste vous demander une petite signature. Mais surtout, 50 € d'abonnement par mois. Sur un marché de la peur en plein essor, de tels tarifs ne semblent pas effrayer Christian. J'accepte le marché, donc, et puis la sécurité de la famille, c'est 50 €. Demain, si ça me permet de pouvoir les sécuriser, les protéger et faire fuir un intrus, je vous dirais même le chiffre. Donc voilà, aujourd'hui je l'accepte, c'est un marché qui me paraît raisonnable. Pour ce prix-là, Christian a droit à son petit autocollant pour dissuader les cambrioleurs de s'attaquer à sa maison. Impeccable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il existe une nouvelle forme de cambriolage contre laquelle aucune alarme ne peut rien. C'est ultra violent et on appelle ça le homejacking, un cambriolage commis en présence des victimes. L'an dernier, près de 3000 foyers ont subi une agression de ce type, un chiffre en hausse de 10% par rapport à 2008. Il y a 6 mois, c'est ce vigneron de l'Hérault qui a été agressé à son domicile. Il habite toujours dans ce petit village du Minervois, à 1 heure de route de Montpellier. Le drame s'est produit en début de soirée dans ce pavillon. Ghislain Co, un vigneron de 45 ans, est à table avec ses 2 enfants de 9 et 13 ans. Infirmière libérale, son épouse Florence est encore au travail quand les malfaiteurs se présentent à leur domicile. C'est 19h30, j'entends taper à la porte. Moi, je suis confiant, je vais ouvrir. Je pose la main sur la poignée, j'ouvre. Et là, je vois un canon de fusil à travers la porte. Et derrière, il y a 4 personnes cagoulées, armées jusqu'aux dents. Pieds et mains liés, Ghislain assiste impuissant à la séquestration de ses 2 fils, retenus dans leur chambre, au fond de ce couloir, sous la menace d'une arme. Et après, moi, ils m'ont tiré dans la salle à manger, derrière, là, juste là, derrière, jusqu'au sol. Et vous êtes retrouvés où? Là, sur le tapis, par terre, quoi, comme un chien, quoi. Et après, bon, là, ils m'ont demandé où étaient nos économies, les recettes des marchés, et les bijoux de la famille. Hein. Mais j'ai tout dit, quoi, parce que je voulais pas qu'on touche mes enfants. Mais le calvaire est loin d'être terminé. Car aux yeux des malfaiteurs, le butin est trop maigre. Pour voir si Ghislain dit bien la vérité, les voleurs redoublent de violence. C'est là qu'il y en a un qui m'a mis un coup de crosse de pistolet 9 mm en travers de la figure, donc j'ai eu le nez cassé, les dents cassées. Et puis, la même personne m'a mis un pistolet ou un revolver, je sais pas, sur la tempe. Il a sorti le chargeur, je pense que c'était un 9 mm. Il m'a montré le chargeur, il m'a dit regarde, je suis pas un rigolo. Il a rechargé, il a armé son arme, il me l'a mis sur la tempe. Il m'a dit maintenant, tu vas me donner tout ce que tu as. Et je dis je peux pas vous donner plus que ce que j'ai, quoi.
Pendant une demi-heure, les cambrioleurs vont fouiller et mettre à sac le pavillon à la recherche du moindre objet de valeur. Ne trouvant rien de plus, ils décident de partir. Et c'est seulement à ce moment-là, après une heure d'angoisse, que le vigneron réalise vraiment ce qui vient d'arriver à sa famille. Homejacking, je ne savais même pas ce que ça voulait dire, un homejacking. Parce qu'on est dans un village, je veux dire, on est des paysans, on est dans un village de 300 habitants, on est dans le Minervois, on n'est pas dans une grande ville de 500 000 habitants. Jamais de ma vie, j'aurais pensé être victime d'un truc comme ça, quoi. Mais jamais de ma vie. 6 mois plus tard, la vie semble avoir repris son cours. Mais pour essayer de tourner la page, Ghislain, Florence et leurs 2 fils ont dû opérer des changements radicaux. On ne peut plus passer à table à 19h30, sinon c'est l'angoisse totale, quoi. Donc il a fallu qu'on s'adapte. On a changé notre mode de vie, quoi, pour essayer d'oublier tout ça, quoi. La famille s'est repliée sur elle-même et voit beaucoup moins ses amis. Mais ce sont les enfants qui sont les plus traumatisés. Ils ont changé, ils ont changé. Il y a eu avant et il y a eu après. Bon, on a été obligé de retomber dans tout un rituel pour la nuit. Alors que bon, pour un petit garçon de 9 ans, c'était quelque chose qui n'existait plus. Il allait au lit tout seul, tranquille, comme un enfant normal. Aujourd'hui, impossible pour le plus jeune de se coucher sans vérifier que les fenêtres ainsi que la porte sont bien verrouillées. Fermé. C'est tout fermé. Quant à son grand frère, dès le repas terminé, il trouve refuge dans les jeux vidéo. Un monde virtuel guerrier où il semble prendre plaisir à régler ses comptes. Ça me fait penser à ceux qui sont venus chez nous. Je connais pas les monstres verts. Depuis l'agression, les 2 enfants sont suivis par un pédopsychiatre. Quant à Ghislain, il vit dans la culpabilité de voir ses enfants traumatisés. C'est ce qui m'a le plus choqué, c'est de ne pas avoir surtout pu protéger mes enfants comme un père doit protéger ses enfants, quoi. Mais quoi faire d'autre? Quoi faire d'autre quand vous vous trouvez face à 4 agresseurs armés jusqu'aux dents? Moi, je suis un vigneron, quoi. Je suis pas James Bond ni Rambo, donc. Il est près de minuit. Alors que sa femme et ses 2 enfants cherchent le sommeil, Ghislain se décide à aller se coucher. Mais il va falloir du temps avant que leur nuit ne soit plus hantée par le souvenir de ce cambriolage ultra-violent. Ces drames font tellement peur aujourd'hui que les professionnels de la sécurité proposent des kits anti-agression. Quand il a sécurisé sa maison, Christian a choisi cette option. Elle lui permet de déclencher lui-même l'alarme en toute discrétion, uniquement avec cette petite télécommande qu'il tient dans la main. Mais ce système est-il réellement efficace? Selon la police, des cambrioleurs auraient trouvé la parade. Des brouilleurs d'ondes de téléphones portables dont les cambrioleurs ont détourné l'utilisation. Un usage frauduleux, condamné par la loi. Christian a accepté de soumettre son alarme à notre test. Moi j'ai dans la main ce qu'on appelle vous voyez, c'est ce qu'on appelle un brouilleur d'ondes. Ça brouille les ondes des téléphones portables. D'accord. J'ai allumé le brouilleur et déjà on va voir que ça brouille bien les ondes d'un téléphone. Donc là, il y a la petite lumière bleue qui est allumée. Voilà, là je n'ai plus rien. J'ai plus de barre et logiquement je devrais avoir très bientôt recherche. Voilà. Donc là, mon GSM, il est inopérant. Et voilà ce qui arrive à l'alarme quand le brouilleur est allumé. Le bip anti-agression déclenche le SOS sur le boîtier central. Mais quand on appelle le PC de sécurité auquel il est relié, surprise. Oui, bonjour, j'ai fait un SOS. Déclenchement d'alarme SOS là maintenant? Il y a 2 minutes. Non, pas de réception. Vous n'avez pas de réception? Du tout. Alors, j'ai appuyé sur le petit clavier marqué SOS. Si je le fais à l'instant T, est-ce que vous pouvez me dire si ça marche? Donc j'appuie sur le SOS. Là j'appuie, j'ai le bouton rouge qui se met sur mon petit boîtier, et vous n'avez rien? Non. Parfait, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ce type d'appareil semble donc capable de désactiver une alarme dernier cri. Christian est gêné. À cet instant,
il réalise que son alarme est potentiellement inefficace. On arrête tout. À la suite de cette démonstration, nous avons sollicité les fabricants d'alarmes et contacté Michel Husser, vice-président d'une fédération réunissant les principaux constructeurs. Puisque nous avons tourné une séquence dans le cadre d'un reportage sur les cambriolages, où nous emportons la démonstration qu'avec un brouilleur d'ondes de téléphone portable, il est possible de neutraliser une alarme. Est-ce que vous étiez au courant de cette faille ? Ah, bien sûr, les brouilleurs sont d'ailleurs utilisés à d'autres fins plus légales, j'allais dire, comme dans les salles de cinéma, et on peut effectivement détourner des applications de ce type. Non, donc vous le saviez ? Absolument. Oui. D'accord. Question très simple, est-ce que les fabricants d'alarmes ont trouvé la parade, très clairement ? Oui, absolument. Les bons systèmes aujourd'hui sur le marché utilisent des transmetteurs qui utilisent plusieurs technologies de transmission simultanées. Donc par exemple le téléphone filaire et le GSM, ou le GSM et l'Internet, ou le GSM et la fibre optique par exemple. Ce qui fait que quand un réseau n'est pas disponible, on peut faire transmettre l'alarme sur un deuxième réseau et s'assurer que le centre de tescience qui a mission en fait de traiter l'alarme, effectivement recevra bien l'alarme en temps et en heure. D'accord, donc. En clair, en cas de piratage de la liaison GSM, un second réseau prend le relais pour assurer le bon fonctionnement de l'alarme. Aujourd'hui, la plupart des systèmes offrent ce genre de garantie. Alors autant se renseigner quand vous achetez le vôtre. Une petite ville de l'Oise, entourée par la forêt. Dans cette rue cachée derrière ce haut mur d'enceinte, une superbe demeure. Une très grande maison en pierre de taille, avec piscine. Mais c'est surtout un vrai bunker. Chien de garde, caméras de vidéosurveillance, sirènes et nombreux détecteurs reliés à une alarme. Sans parler de cette défense naturelle, une falaise infranchissable de plusieurs mètres de haut. Dernière petite chose à ajouter dans la valise, qui sera trop chargée comme d'habitude. La propriétaire de cette maison, c'est Martine, 59 ans. Avec son mari, elle s'apprête à partir pour 2 semaines de vacances en Égypte. Et cette année, pour encore mieux protéger sa maison, le couple a investi dans un tout nouveau système. Et le fait de partir en laissant une maison occupée, avec des animaux bien soignés, c'est vraiment une tranquillité d'esprit qui permet de passer des vacances encore plus agréablement. Ça s'appelle le home sitting. Des gens s'installent chez vous et gardent votre maison pendant votre absence. Et pas n'importe qui. Oui ? Bonjour, je vous ouvre, vous pouvez rentrer la voiture. Je suis désolée de vous accueillir avec la pluie. Voici le couple qui va garder la maison de Martine pendant ses vacances. Jean-Michel et Marie-Josée, 2 jeunes retraités adeptes du home sitting depuis 1 an. Alors avec ce beau soleil, on va commencer donc par votre espace. Le gardiennage de sa maison, Martine le paye 400 € par mois. Une somme qu'elle verse au site internet qui l'a mise en contact avec Jean-Michel et Marie-Josée. Avec des rangements, notre petit panier d'accueil habituel, sur la mezzanine. Notre couple, lui, ne touche rien. Mais il profite de tous les avantages de la maison. 20 h, c'est l'heure à laquelle Jacques, le mari de Martine, rentre de son travail. Voilà nos hôtes et gardiens. Marie-Jo, Jacques, Jean-Michel. Le home sitting, c'est aussi l'occasion de se faire de nouveaux amis. Les 2 couples vont dîner ensemble pour apprendre à se connaître. Et très vite, on parle cambriolage. Avant de venir ici, par contre, on a été cambriolé à Paris. On nous a tout retourné là dans la maison, oui. Tout ce qu'ils voulaient, quoi. Beaucoup de choses ont disparu. Les 2 couples ont déjà vécu ce traumatisme. J'en ai eu 5, oui. Le dernier, avec, on m'a fait rentrer avec... On n'est plus décontracté à la fin? On s'y habitue? Non, on ne s'y habitue pas. Non. Et on fait des cochons. Ouais, je veux bien le croire. Longtemps. Mais ce qu'ils redoutent le plus,
c'est ce nouveau phénomène de homejacking. Vous avez ce phénomène de homejacking chez vous? Pour s'en prémunir, Jacques a tout prévu. Et à la fin du repas, il nous invite à le suivre. Tiens, je vais vous montrer quelque chose. Voilà, je me réserve quand même un petit peu le droit d'avoir ça. Bon, c'est vrai que pour moi, c'était plus pour faire du tir. Il est vrai que c'est dissuasif. Ça servirait qu'en cas de légitime défense, si on peut dire. L'arme de Jacques, c'est une carabine 22 long rifle utilisée pour la chasse. On referme le culot comme Il n'aimerait pas s'en servir, mais il a déjà imaginé le pire. On sait qu'il y a des degrés différents dans les cambriolages et dans les homejacking. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont peur de rien. À ce moment-là, je n'aurais que ça pour me défendre éventuellement, quoi. Vous seriez prêt à abattre quelqu'un si vous en étiez obligé, par exemple? Si j'y étais obligé, je pense que je me défendrais en tirant, oui. Mais il est difficile de savoir comment on peut réagir. Nous avons montré ces images à Benoît Desmartins, commissaire à Montpellier. Face à l'augmentation du nombre de Français qui se disent prêts à tirer en cas d'agression, le policier dénonce une dérive ultra-sécuritaire. Nos concitoyens n'ont pas à faire usage des armes. Nous sommes en République, vous avez une police républicaine qui est au service des citoyens. Nous ne sommes pas aux États-Unis. Les conditions de la légitime défense sont très très restrictives. La riposte doit être proportionnée à l'attaque. Elle doit se faire dans le même temps. Si la légitime défense n'est pas retenue par la justice, la peine encourue est de 20 ans de prison. Alors en cas d'attaque, voilà la conduite à tenir. La meilleure des réactions, c'est quelque part la passivité. Par contre, après, c'est d'appeler très rapidement les services de police qui seront tout à fait à même de rechercher les auteurs de ce type d'acte. Le lendemain matin, pour Martine et Jacques, c'est l'heure du départ en Égypte. Allez, direction Le Caire. Bon voyage. Partez tranquille. Profitez Ben bien. voilà, on est tranquille. À leur retour 15 jours plus tard, ils retrouveront leur maison telle qu'ils l'avaient laissée et leur chien en pleine forme. À 800 km de là, au commissariat de Montpellier, on prépare une opération d'envergure. Après 2 mois d'enquête, Éric Agnel et son équipe s'apprêtent à interpeller le cambrioleur des résidences étudiantes. Il y a 2 semaines, les policiers l'avaient surpris en train d'échanger de la marchandise volée avec son receleur présumé. Ce matin, ils vont faire tomber tout le réseau. On y va assez nombreux. Le but étant de se mettre à la porte, bien sûr, mais au balcon devant et à la fenêtre derrière. Pour les enquêteurs, il y a urgence à intervenir. On s'est rendu compte que le cambrioleur a cassé tout le week-end. Et au niveau des écoutes, on pense qu'il y a une possibilité assez forte qu'il parte ce matin au Maroc, avec l'argent qui s'est fait des cambriolages. Donc on devait l'interpeller dans l'après-midi, mais on avance l'interpellation pour être sûr de ne pas le louper. Donc on va le faire au petit matin là, chez lui, et puis on va faire le receleur dans la foulée également chez lui, quoi. Voilà. Il y a une petite excitation là, Bah, un petit peu, c'est la finalité de l'affaire, donc il faut que ça marche, quoi. Pour être sûr qu'il ne leur échappe pas, toute la brigade anti-cambriolage est mobilisée. Direction, le domicile du cambrioleur présumé, dans un quartier sensible de la ville. Ouais, Ludo, avec Jean-Philippe, vous êtes sur place là ou pas à l'arrière de l'appartement? Ouais, je suis Eric, de Ludo, hein. Top, on est derrière vos barres, on est positionné. Les gars, on écoute avant, hein. C'est ça, on gagne du temps, hein. Bon, c'est bon, on y va. Dans la cité, personne n'est encore réveillé. Mais les policiers se dépêchent pour éviter le moindre dérapage. Après quelques secondes, une femme ouvre la porte. Dans l'appartement, tout le monde dort encore. Lève-toi. Je sais pas. Madame, venez là s'il vous plaît, vous restez là. Tiré du lit, le cambrioleur présumé n'oppose aucune résistance. Mais il n'est pas le seul à être interpellé.
Son beau-fils ainsi que sa compagne, soupçonnés de l'avoir suivi sur plusieurs casses, sont aussi arrêtés. L'équipe va maintenant passer l'appartement au peigne fin pour trouver du matériel volé. Dans le même temps, d'autres policiers se rendent chez le receleur présumé. Ouvre, c'est la police. Ouvre ou je vais péter la porte. Allez, dépêche-toi. Hop, allez. Là encore, l'homme n'oppose aucune résistance. Voilà, donc on est chargé d'une commission rogatoire. Vous êtes placé en garde à vue à compter de ce jour. Lors de l'interpellation, c'est-à-dire 7h35. 7h35. Le receleur présumé est sous le choc. Il était loin d'imaginer une visite de la police. Et quand la perquisition du petit 2 pièces commence, les policiers mettent rapidement la main sur des dizaines d'objets volés, disséminés partout dans l'appartement. Dessous là-bas. Comme cet ordinateur portable. Il a oublié celui-là. Acheté. Que t'as acheté pourquoi? Il est bon pour la musique, je l'ai acheté pour moi. Ah ouais, tu l'as acheté quand? Ça fait 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines et il est sous un canapé, un appel. Tu l'as oublié ou le jour dormant tu l'as glissé dessous? Voilà. Avant de dormir, je l'ai regardé et je l'ai mis dessous. D'accord. C'est un cadeau. Putain, mais il y en a combien? C'est pas de l'or. Des disques durs. Oh, des bijoux encore. Ils se trouvaient tout en haut de l'armoire. Non, là, j'ai pas de... La perquisition est un succès. Dans le couloir, les sacs remplis d'objets s'accumulent. 3 téléviseurs à écran plat sont également saisis. Trop de choses. Il y a trop d'écrans, trop de disques durs, trop d'appareils photo, trop de bijoux. Ça fait beaucoup pour un garçon qui n'a pas de travail, quoi. Qui vit des aides de l'État. Pris la main dans le sac, le receleur présumé va être conduit au commissariat. Tout ça, c'est du volé, tu le sais? Non mais, tu sais que c'est volé. Bon, tu vas prendre un petit sac de sport avec tes affaires, parce que tu vas pas revenir tout de suite, ok? Après 2 heures de perquisition, les policiers ressortent de l'immeuble, les bras chargés de matériel volé. Dans les locaux de la brigade anti-cambriolage, le moindre espace libre a été réquisitionné. Rien que pour entreposer le matériel saisi dans les 2 appartements perquisitionnés le matin même. Certains couloirs ont pris des allures de caverne d'Ali Baba. On trouve des rollers, des lecteurs DVD, des appareils photo numériques, des montres, mais aussi des bibelots, des parfums, des consoles de jeux et de nombreux bijoux. Au total, des centaines d'objets provenant sans doute de plusieurs dizaines de cambriolages. Lors des perquisitions, les policiers ont aussi saisi une importante somme d'argent. Chuck. Ce qui nous représente la somme de 4 602 €. C'est de l'argent qui provient très certainement et très probablement, de toute façon qui sera saisi, mais qui proviennent des cambriolages et de la revente de produits. Voilà. C'était la tirelire, quoi. 4006. Eh ben voilà. Eric Agnel peut être content. Il pense avoir mis la main sur l'un des cambrioleurs les plus actifs de Montpellier. En gros, lui, il faisait environ 1/10 des classes de Montpellier, quoi. 30 cambriolages par mois, ça fait un peu plus d'1/10. Donc si on arrivait, c'est virtuel, mais si on arrivait à interpeller 10 personnes comme lui en même temps, il n'y aurait plus de cambriolage sur Montpellier. Mais c'est une vue de l'esprit, quoi. En attendant d'être auditionné, le cambrioleur présumé a été placé en cellule. Commence alors le long défilé des victimes, venues reconnaître les biens qu'on leur a dérobés. Celui-là, c'est le vôtre? Pendant 2 jours, ce sont une vingtaine de personnes qui vont se succéder. Nous retrouvons la jeune Manon, victime du cambriolage, après lequel le suspect a été pris en flagrant délit. Tenez. Les policiers ont retrouvé son ordinateur portable. Vous êtes content? Bah oui.
Enfin, on va voir s'il marche normalement. Mais ouais. Normalement. Puis c'est le tour de Delphine, qui avait aperçu le cambrioleur en bas de chez elle. Au milieu de ce capharnaüm, elle retrouve seulement un disque dur externe. Ouais, il y avait tout. Tous mes cours, mes photos, mes souvenirs, tout. Ça, c'est il y a tout là-dedans. Donc je suis contente. Non, ouais, c'est bon là. Delphine est une privilégiée. En France, seulement 13% des cambriolages sont élucidés. C'est maintenant l'heure des auditions. L'objectif pour Yann, c'est d'obtenir des aveux complets du cambrioleur présumé. Première audition. Première audition, ouais. Première prise de contact officielle. Bonjour. Tu viens? On va en audition. Vas-y, tu rentres là. Pour commencer, le policier l'interroge sur le flagrant délit du 28 avril. Question. Alors, il est 21h55. 25 minutes après, tu reviens. Tu tiens à la main une salle de sport noire avec des bandes blanches. On a des photos, hein. Mais bon, tu vas me dire qu'elles sont pas très bonnes. Je vois pas là, je vois vraiment pas où j'étais là. D'accord. Mais tu y étais pourquoi? Même confronté à des preuves, le suspect nie les faits. Est-ce que tu as pu cambrioler? Non. Et son attitude finit par énerver le policier. Par contre, tu veux jouer au con, tu veux jouer au plus fort, tu ne gagneras pas. Ok? C'est clair? Tu ne gagneras pas. Je te dis, moi, le boulot est fait. Je te l'ai dit ce matin, tu vas au ballon. Maintenant, tu joues quoi? Tu joues la durée que tu vas y passer. Tu veux jouer au con? Joue au con, mon grand, il n'y a aucun souci. Le cambrioleur présumé refuse de passer aux aveux. Mais les policiers ont gardé un joker dans leur jeu. Un couple, témoin d'un cambriolage, qui a aperçu le voleur et un complice. Bonsoir, monsieur. Ça va? Cet après-midi, ils sont convoqués pour le reconnaître. Dans le jargon, on appelle ça un tapissage. Vous n'en faites pas. Ils vont apparaître là. C'est une glace en teint. C'est comme dans les films, il n'y a pas de souci, ils ne vous voient pas. Il va y avoir 4 à 5 personnes. On va leur mettre des numéros. Et puis à charge pour vous de voir au sein de ce groupe de personnes si vous reconnaissez ceux qui sont partis avec la Rover le 13 mars. Quoi. Les suspects arrivent, entourés par 2 policiers. Ils portent le numéro 3 et le numéro 4. L'homme avec un pull rayé, c'est le cambrioleur présumé. À côté de lui, le numéro 4, c'est son beau-fils, venu lui prêter main forte sur plusieurs casses. Il a été arrêté le même jour, dans le même appartement. Ah bah c'est les deux, le 3 et le 4. C'est bon. C'est la même morphologie. Exactement, oui. Ah ouais, c'est tout à fait lui, sauf avec les cheveux un peu plus longs maintenant. Les 2 suspects sont formellement identifiés. En revenant du tapissage, le cambrioleur présumé craque et commence à avouer. Je vais te dire un truc. Je suis peut-être un voleur, d'accord? Je suis un voleur, j'ai volé toute ma vie. Mais il est arrivé un certain âge où je ne fais plus des gros vols, tu vois? Je fais des petits vols, de quoi vivre un petit peu. Mais on est d'accord. Voilà. Non, ce qui me fait plaisir, c'est que tu commences déjà à me dire que tu as fait quelques cambriolages. Donc on avance. Après les perquisitions, les policiers ont évalué à 48 le nombre de cambriolages qu'il aurait commis. Yann va-t-il réussir à lui faire tout avouer? Après s'être confié, l'homme se rétracte. Mais il y a 50 millions de voleurs. Oh, c'est même pas la peine de taper quoi que ce soit parce que... Ah mais si, non mais attends, on va reprendre ce que je t'ai dit ce matin. Qui c'est qui est en garde à vue? Qui c'est qui est le policier? C'est vous. Mais Bon, je ne vais pas donc, rester éternellement si j'ai ici. envie- Moi, si j'ai envie de parler, je parlerai au juge d'instruction. Mais puis basta. peut-être, Là, mais c'est moi pas la si j'ai peine. envie de taper Voilà. sur mon ordinateur des PV, je les tape. C'est Voilà, pas toi bien sûr. qui va me dire Non. vous ne tapez rien. Non, non, non. Donc moi je t'ai déjà expliqué, Voilà. je tape mes questions, je te les pose, tu veux pas répondre, tu ne réponds pas. Pour moi, il n'y a aucun souci. Mais pour l'instant, Vous j'ai arrêtez de me décidé. filmer, s'il vous plaît. Eh, c'est à moi que tu parles. Pour l'instant, Bon, j'ai c'est bon, décidé. descendez mon garde à vue, c'est bon. Descendez mon garde à vue, je descends mon garde à vue. Assieds-toi. 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 Je vais pas partir de partir. Oh. Oh. Je suis pas
paniqué, moi. Donc maintenant, tu t'expliques avec mon collègue. Alors. C'est un peu dur là. Un peu dur. Il en a marre de moi, c'est réciproque, donc tout va bien. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que il sent que c'est fini pour lui, qu'on est en train de mailler, de tisser notre toile autour et de découvrir en fait toute l'ampleur de ses actes. Et puis il commence à paniquer. À la fin de ses auditions, il est ramené en cellule. J'ai payé des fois des années pour rien. Mais oui, mais donc plutôt... Après 19 années déjà passées en prison, il risque d'y retourner pour 7 années supplémentaires. Mais avant de partir, il nous fait cette confession. Je vais me tenir à cœur une fois dehors. J'ai des filles qui grandissent et je ne peux pas leur bousiller leur vie. Voilà. Et c'est pour ça que je vais ou me mettre à travailler sérieusement pour leur avenir et définitivement, ou je prends mes claques et je pars à l'étranger, je vais vivre à l'étranger. C'est fini. Voilà. Mais Inch'Allah, comme on dit chez toi. J'espère. Moi, pas du tout. Enfin, envie, oui, mais j'y crois pas du tout. Quelques heures plus tard, c'est au tour du receleur présumé de signer sa déposition. Lui a préféré tout avouer, espérant peut-être la clémence des juges. Et ce qui est fait est fait. Je ne peux pas nier ce que j'ai... Voilà. Je ne peux pas renier ils sont tombés, vous avez vu, à l'improviste, ils ont trouvé des trucs, je vais dire quoi? Je les ai trouvés à la poubelle? Ou non, je ne savais pas, c'est pas possible. En l'espace d'un an, le receleur présumé a mis en place un vrai business, avec des tarifs pour chaque objet volé. Une entreprise criminelle qui va peut-être le conduire pour la première fois en prison. Pour dire que je n'ai pas peur, je n'ai pas été pris avec un bonbon ou avec un malabar. Pour dire que ça ne craint pas. Et voilà. Vous avez peur d'aller en prison? Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. En attendant son procès, la justice a décidé de remettre le receleur présumé en liberté. Quant au cambrioleur présumé, il a été placé en détention provisoire. Tous les ans, 300 000 cambriolages sont commis en France, mais seulement 5 000 personnes sont condamnées pour ces faits. Comment expliquer un tel décalage? Que risquent vraiment les cambrioleurs? Et comment la justice prend-elle en compte le traumatisme des victimes? Tribunal de grande instance de Montpellier. Hervé Jeanne a lui aussi été victime d'un cambriolage qu'il n'est pas prêt d'oublier. Il y a 9 mois, son bar-restaurant a été pillé et saccagé par 4 jeunes. Ils comparaissent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel et Hervé Jeanne attend beaucoup de ce procès. J'attends tout simplement que justice soit faite, qu'il soit, si c'est eux, qu'ils soient condamnés pour ces faits. Et j'attends surtout d'être remboursé, indemnisé à la hauteur de tous les dommages que nous avons subis. Il est 16h, c'est le début de l'audience. C'est Annick Beau, vice-présidente du tribunal, qui va diriger les débats. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Les 4 prévenus, ce sont eux. Des jeunes hommes, âgés de 19 à 26 ans. 2 d'entre eux ont déjà été condamnés. Tous risquent aujourd'hui une peine de 7 ans de prison. Il vous est reproché à tous les 4 d'avoir, à Lunel, dans la nuit du 9 au 10 octobre 2009 et depuis temps non prescrit, soustrait frauduleusement des objets mobiliers, entre parenthèses bouteilles, téléviseurs, écrans, plasma, lecteurs DVD, numéraires notamment, au préjudice de la SARL RSM représentée par M. Hervé Jeanne. Sur ce film tourné par une caméra de vidéosurveillance, on distingue 4 personnes en train de vider le bar-restaurant d'Hervé Jeanne. Certains repartent en possession d'un téléviseur à écran plat, d'autres semblent transporter des bouteilles d'alcool. C'est grâce à ce film que les 4 malfaiteurs ont été arrêtés. Hervé Jeanne a accepté de nous amener sur les lieux du cambriolage et de nous raconter le désastre qu'il a découvert cette nuit-là. Et là, déjà, en ouvrant la porte, je me rends compte qu'il y a un énorme trou. Des bris de verre de partout, tout qui est renversé. L'apocalypse, quoi. Je vais vous éclairer.
Aujourd'hui, le bar-restaurant a fait peau neuve. Impossible d'imaginer l'état dans lequel il l'a trouvé. Ils ont enlevé les tuiles, ils ont cassé le placo, ils sont tombés par là. Car c'est par le toit que les cambrioleurs se sont introduits dans l'établissement. Tout était renversé, cassé, les verres, les tasses, tout. Et là, par terre, il y avait énormément de verres, de bouteilles, il y avait tous les placards ouverts. Ils sont servis des bouteilles de vin qu'on a là, comme projectiles. Et ensuite, je découvre toute l'étagère qu'il y avait avec le lecteur DVD, les DVD tout cassés, les vitres, des taches de vin au plafond, des trous dans le placo. Quand vous découvrez ce carnage, quel est le premier sentiment que vous avez? Un sentiment de haine, d'injustice. On ne comprend pas, quoi. On n'a rien fait, en pleine nuit, on se fait cambrioler, saboter, carrément le bar, tout saccagé. On a vraiment la haine. Oui. Au total, entre le butin du vol et les dégâts occasionnés, le préjudice est énorme, près de 20 000 €. Retour au tribunal. Vous vous êtes placés tous les 4 en garde à vue et ensuite, donc, nous avons différentes versions. Appelés à la barre, les 4 malfaiteurs tentent tour à tour de minimiser leur participation au cambriolage. Alors, bonjour, qu'avez-vous à dire? J'avais trop bu, je sais pas ce qui était avec moi ce soir-là, donc je savais pas trop ce que je faisais et tout. Je suis approché, j'ai vu du bruit, j'ai vu 2 ou 3 personnes porter un écran, je les ai aidés à porter. À entendre les 3 premiers prévenus, ils ne sont jamais entrés dans le bar-restaurant. Et les actes de vandalisme, ils n'y sont pour rien. Quant au 4e suspect encore moins bavard, il nie totalement les faits. Alors, vous, qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? J'ai fait l'apéro, je suis parti au parking, je récupère ma voiture. Je rentre chez moi. Voilà ce qui s'est passé. C'est tout. C'est tout. D'accord. Monsieur, est-ce que vous pouvez venir à la barre, s'il vous plaît? Malgré l'indifférence affichée par les prévenus, la victime a gardé son sang-froid. Mais 9 mois après les faits, Hervé Jeanne voudrait bien comprendre. Pourquoi prendre les bouteilles du frigo pour les jeter sur les murs, faire des trous dans les placos, casser les vitres en face? Et tout simplement, il n'y avait qu'à prendre les tiroirs-caisses avec l'argent dedans si c'était ce qu'ils étaient venus chercher, quoi. Je comprends pas pourquoi autant de dégâts. J'ai l'impression que c'est un acte gratuit, en fait. Tout à fait. Peut-être on s'y croise dans Lunel, mais bon, apparemment, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien du tout, je comprends pas. Asseyez-vous. Est-ce qu'il y a d'autres points à aborder dans ce dossier? Donc l'instruction étant close, la parole est à la partie civile. Viennent ensuite les réquisitions du procureur, qui va demander des peines allant de 10 mois de prison avec sursis à 2 ans de prison, dont 1 an ferme. Et pour terminer, les plaidoiries des avocats de la défense qui, eux, réclameront la relaxe des accusés. La décision sera rendue après la suspension d'audience qui a lieu maintenant. Sur le parvis du palais de justice, les accusés accompagnés de quelques amis ne semblent pas inquiets. Après 1 heure de délibération, le jugement tombe. Levez-vous, s'il vous plaît. Le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare tous les 4 coupables des faits qui vous sont reprochés. En répression, monsieur et monsieur, vous êtes condamnés à la peine de 18 mois d'emprisonnement, dont 10 mois sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans. Concernant monsieur et monsieur, le tribunal vous condamne à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis mis à l'épreuve pendant 2 ans. Pour l'indemnisation de la partie civile, il y aura donc 5 000 € à verser. Madame le procureur, y a-t-il d'autres réquisitions? Il n'y a pas d'autres réquisitions, Madame la Présidente. Je vous remercie. L'audience est levée. Les 4 malfaiteurs s'en tirent plutôt bien. La relax. La relaxe, pas vraiment. Mais pour eux, c'est tout comme. Grâce aux aménagements de peine, ils vont en effet éviter la prison. J'aimais bien la plus belle. Quant à Hervé Jeanne, il est satisfait, mais il n'entend pas en rester là. Je suis quand même assez content de la décision. Ensuite, pour ce qui est du dédommagement, pour un début, on peut s'en contenter. Mais par contre, ça ne s'arrête pas là, quoi. On va continuer pour aller au bout, parce qu'on n'a pas l'intention de perdre de l'argent sur cette affaire dont on n'y peut rien. C'est maintenant à la commission d'indemnisation des victimes de déterminer le montant des dommages et intérêts qu'elle versera au restaurateur. Mais l'argent compense rarement
le préjudice moral subi par les victimes.